En 2023, on a réalisé que l'arrivée du short form content, donc le format vertical, c'est un format qui va bouleverser le monde en général. On passe plus de temps à consommer du format vertical qu'à consommer la télé. Enfin, je voyais qu'on allait vraiment dans cette direction-là. Et du coup, on s'est dit, si les gens passent beaucoup de temps sur ces formats-là, ça veut dire que les marques et les entreprises vont bientôt venir sur ces formats-là également. En fait, moi, mon associé, je pense que j'ai vu 5 fois dans ma vie. C'est incroyable. Vous recrutez que quand ça fait mal. On va voir comment ce process-là, cette personne qui aurait dû faire ce job-là, comment on aurait pu le faire avec l'IA. Mon équipe, elle code plus. Ils font que du prompting. Pour moi, le métier de demain, c'est le prompt engineering. Mon pari, c'est que dans 2 ans, les gens, ils poseront des questions à ChatGPT tous les jours, soit ils scrolleront sur TikTok, Instagram. Même pour acheter, Mais je pense qu'on va arriver dans une ère comme ça. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on a le plaisir de recevoir David Zitoun, CEO cofondateur de SumMagic. Bienvenue. Salut. Salut David. Alors, on va parler d'un sujet qui est d'actualité, qui nous concerne à peu près tous, nos familles, nos enfants, nous-mêmes et nos grands-parents, éventuellement. Parce que David a lancé SumMagic en 2023 avec un parti pris qui était de se dire comment je peux faire pour utiliser la valeur du contenu qui est utilisé en vidéo à peu près maintenant partout. Chacun en soi possède en fait du contenu vidéo. Et comment ce contenu, je le valorise dans les plateformes qui font aujourd'hui de la génération de revenus, de l'actif. Donc que ce soit YouTube, TikTok, format court, format long, tout un tas de types d'interactions qu'on peut utiliser, comment on les manipule, comment on en fait de la valeur, mais aussi d'un point de vue sous-titrage, etc. Tout cet univers qui nous concerne ensemble. Et comment je fais une boîte qui est 100% remote day one, où j'utilise l'IA tout de suite parce qu'on est en 2023, donc on a l'occasion d'échanger avec un entrepreneur justement qui bénéficie de cet appui-là aujourd'hui et qui aujourd'hui a fait une boîte à succès. Donc en équipe resserrée, vous êtes une société profitable, vous faites 8 millions d'euros d'ARR et vous avez fait le premier million en moins de 90 jours. Il y a 4 millions de personnes qui sont touchées par rapport aux produits que vous fabriquez et il y a 16 000 clients dans 60 pays. Pas mal quand même. Assez magique quand même. Ouais, assez incroyable. Donc tout ça sans levée de fonds, bien sûr, sinon ça serait trop drôle. Et du coup, on va parler avec toi justement de comment on est un entrepreneur dans le monde avec l'IA aujourd'hui et comment on réussit et quelles sont les faiblesses aussi parfois du remote. Bienvenue. Écoutez, merci beaucoup. Super, ça me paraît bien. Donc le podcast a 3 parties. Il y a toute la partie 0 to 1. Je pense que c'est bien que tu expliques aux auditeurs effectivement les débuts, mais aussi ton modèle économique, comment ça fonctionne, ce business-là. Ensuite, on va rentrer avec Émeric dans la partie scale. On a 2 points qu'on va creuser particulièrement ensemble. Et Margot résumera évidemment brillamment cet épisode en l'absence de Julien, mais voilà, on a upgradé l'épisode, heureusement que Margot est là de temps en temps. Et aussi le next game en fait, parce qu'on est quand même au début et malgré le succès, il y a probablement une trajectoire que tu imagines, qu'on a envie d'en parler avec toi. Voilà. Trop bien. Ça te va ? Avec plaisir. Donc si on peut revenir peut-être sur les débuts. Et ton parcours même. Et ton parcours, comment on se retrouve à créer cette boîte. Ok, écoutez, déjà merci de me recevoir, c'est très cool. Les débuts de SumMagic ou mon parcours en général, d'où je viens ? De toi déjà. Ouais, ok, bon cool. Alors super. Moi j'ai 28 ans, je suis d'origine, j'ai grandi à Paris, en région parisienne exactement. Où ça pour nos auditeurs ? Alors j'ai grandi dans les Yvelines. Dans les Yvelines, ok. À côté de Versailles. Très bien. J'ai un parcours scolaire un peu atypique, j'étais pas un très très bon élève, j'ai pas hyper aimé l'école quand j'étais jeune. Et du coup, j'ai commencé à bosser en parallèle de l'école assez jeune, où j'ai commencé à faire des petits métiers autour de la vidéo, j'ai commencé à faire du montage vidéo que je vendais, j'ai commencé à faire de la création de motion design que je revendais aussi. Il y avait pas mal de business qui se créaient autour des jeux vidéo à l'époque, où en fait, tu devais créer des animations d'introduction pour les youtubeurs. C'était en 2010-2012. Et du coup, je faisais pas mal de motion design avec des logiciels comme Cinema 4D, etc. En 2010, t'as quel âge ? Mais ouais, t'as 15 ans, 14 ans ? Ouais, j'ai 13 ans à ce moment-là. Et j'étais déjà baigné sur YouTube, etc. YouTube, à ce moment-là, c'était la croissance des youtubeurs gaming, etc. Et pour nous, c'était un truc assez incroyable. C'est un bon message, ça, pour les parents. Ne soyez pas effrayés, c'est pas parce que votre enfant n'aime pas l'école. Ouais. S'il est bon au game, laissez-le jouer. J'étais pas bon gamer, moi, j'étais juste bon pour faire des montages vidéo. Donc c'était pire. C'est même pas le côté positif. Non, voilà, donc j'ai commencé à toucher au monde de la vidéo très jeune et j'ai commencé à aussi gagner ma vie un petit peu grâce à ça parce que je vendais ce que je faisais et ça m'a permis de toucher au côté business aussi et je me suis rendu compte que je me plaisais beaucoup plus à faire ça que de travailler à l'école.
Et du coup, par la suite, j'ai enchaîné avec plein de petits boulots. J'ai racheté des trucs sur Internet, j'ai revendé des téléphones, des ordi, des voitures, des scooters, enfin bref. J'ai fait plein de petits boulots. Après 18 ans, j'ai eu mon baccalauréat. Je suis parti en Angleterre. Et là-bas, je me suis inscrit à une fac parce que le but, c'était de me dire que je voulais partir de France, je voulais plus rester à Paris, je voulais apprendre l'anglais. Et j'ai dit à mes parents, je veux aller en Angleterre. Ils m'ont envoyé dans une fac en Angleterre qui était vraiment pas top. Et j'ai fait 3 mois là-bas, j'ai arrêté. Et en parallèle de ça, j'ai créé ma première entreprise qui était une entreprise dans le domaine des jeux d'argent en ligne. En Angleterre, donc des paris sportifs plus précisément. Et c'est une boîte qui s'est très bien déroulée, qui a très bien fonctionné rapidement, qui m'a permis de vraiment goûter à l'entrepreneuriat au sens pur, parce qu'on avait des employés, il y avait une vraie marque, il y avait un vrai business qui marchait très bien. Voilà, j'ai fait cette boîte pendant 3 ans. Après, je l'ai revendue en 2020 au moment du Covid. On peut la citer, la Ouais, marque? La marque, en fait, c'était une boîte qui avait plusieurs marques de sites qui faisaient de l'affiliation pour les sites de paris en ligne. Et une des marques connues, c'était Alex Betting UK. C'était un site de conseil et d'actualité sportive francophone sur le pari sportif. Voilà. Et 2020, je quitte cette entreprise. Après, j'ai voulu faire totalement autre chose. J'ai voulu tester de nouveaux... en fait, j'ai toujours été très curieux en général dans la vie. Et je me suis dit, OK, j'ai testé le pari sportif. Ça me plaît pas particulièrement parce que je trouvais que éthiquement, c'était pas un truc qui était très aligné avec qui j'étais. Et du coup, j'ai voulu faire un truc qui avait rien à voir. Et à l'époque, j'ai entendu parler d'un produit qui s'appelait la culotte menstruelle, qui est un produit qui permet de remplacer les serviettes hygiéniques et les tampons pour les femmes, et qui arrivait très fortement en Europe. Et quand j'ai vu ce produit arriver, je me suis dit, c'est super, mais il pourrait avoir encore plus d'impact si on le faisait dans des pays où ils n'ont pas accès aux produits classiques comme les serviettes et les tampons. Et le monde arabe, c'était une cible qui était hyper intéressante. Et du coup, on s'est dit, on va créer une marque de culottes menstruelles pour le monde arabe. On est parti avec mon associé au Maroc s'installer, commencer à produire des culottes à Mohamedia, à côté de Casablanca pendant 6 mois. Et après, on est parti en Égypte pendant à peu près 1 an, développer la marque sur le marché égyptien. Incroyable. Voilà, donc j'ai fait des trucs très différents. Succès, pas succès? Pas succès. Okay. Enfin, succès... je pense succès personnel énorme parce que je pense que j'ai jamais autant appris grâce à cette boîte. Il se refait tous les jours. C'est évidemment un énorme succès. Non, mais c'était une mode qui était très dure parce qu'en fait, je venais d'un modèle abonnement. On vendait de la matière grise à faire un business de textile, la prod. Moi, je connaissais rien au textile, je connaissais rien au e-commerce. Et en fait, c'est des business qui sont hyper compliqués. Le coût d'acquisition est tellement dur. Coût d'acquisition très dur. Les marges, elles sont hyper serrées. Tu te fais avoir dans tous les sens par tous les intermédiaires qu'il y a dans la chaîne. C'est hyper dur, franchement, comme business. Et on venait pas du tout de ça. Donc, ça a été beaucoup d'apprentissage. C'est un business où, en termes de business, c'était pas super. Pour être tout à fait honnête, au bout d'1 an et demi, moi, j'ai arrêté. Parce que, pour plein de raisons, mais c'était pas un business où je me projetais sur 10 ans. Et du coup, j'ai quitté cette aventure. Je suis revenu à Paris et voilà. Et là, j'ai lancé ma première boîte de SaaS. Rapidement, c'était une boîte qui faisait... c'est comme ça que j'ai connu d'ailleurs Antoine de Nimbleways. C'était une boîte qui faisait la création d'un espèce d'outil CRM pour les organismes de formation français CPF et OPCO qui permettait de connecter les plateformes de LMS entre elles pour avoir un suivi des apprenants en temps réel. Donc, c'était un petit outil qu'on a créé pour un organisme de formation précis, mais qu'on a commencé à vendre autour à d'autres organismes. Et ça m'a beaucoup appris sur la création d'un SaaS en général, la création d'un produit, trouver les problèmes des clients, etc. Et là, tu étais associé avec un CTO ou Ouais, j'étais associé avec un gars qui m'avait aidé justement à l'époque dans la boîte de culottes menstruelles pour prototyper une espèce de gestion de stock. En fait, on avait fait un projet en interne pour... organiser les stocks de nos culottes. Enfin bref, c'était un truc très compliqué. Et c'était bien passé. Du coup, on s'était associés ensemble pour créer ce produit-là. Voilà. Et 2023, on a revendu la boîte à un organisme de formation qui nous a racheté. Et voilà, j'ai pris 2 mois ensuite pour réfléchir à c'était quoi ma prochaine aventure. Et je suis revenu au basique, me dire... voilà, la vidéo, j'ai toujours été passionné. C'est bon, je parle anglais, maman, papa, maintenant je peux faire ma vraie boîte. J'ai un peu voyagé. J'ai voyagé et du coup, la vidéo, voilà. La vidéo, c'était toujours été un truc qui m'a passionné et je me suis dit, si je veux créer une boîte avec de l'impact pendant les 10 prochaines années, il faut que je le fasse dans un domaine que je connais bien, avec un modèle économique qui me plaît. Et le software dans la vidéo, ça faisait sens. Et c'est comme ça qu'on a décidé de créer Submagic avec mon associé d'aujourd'hui qui s'appelle Tifei. Donc, raconte-nous avec des mots simples que fait le produit et comment tu gagnes de l'argent dessus et comment les utilisateurs le payent. Trop cool.
Alors, quand on a créé Submagic, on a réalisé, c'était en 2023, on a réalisé que l'arrivée du short form content, donc le format vertical, ça allait être c'est un format qui va bouleverser le monde en général, notamment de la vidéo. Tout va dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on passe plus de temps sur notre téléphone tous les jours, on passe plus de temps à consommer du format vertical qu'à consommer la télé. Enfin, je voyais qu'on allait vraiment dans cette direction-là et que la majorité des gens passaient du temps sur leur téléphone à scroller sur TikTok ou Instagram. Et du coup, on s'est dit, si les gens passent beaucoup de temps sur ces formats-là, ça veut dire que les marques et les entreprises vont bientôt venir sur ces formats-là également, parce que quand tu veux toucher des clients, tu vas là où tes clients passent du temps. Naturellement. Et en fait, on s'est dit, en fait, pour des entreprises, des petits entrepreneurs, des SMBs, pour se mettre à faire du contenu demain, concrètement, c'est compliqué parce que quand tu viens pas du monde du contenu, faire de la vidéo, c'est complexe. C'est un truc qui est nouveau, c'est pas évident. Et surtout, faire de l'editing de vidéo, quand on n'a jamais fait, c'est encore plus compliqué. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai pain à résoudre qui était de se dire, on va proposer aux SMBs, aux petites entreprises qui ont envie de faire du contenu pour aller toucher plus de clients, une solution en 3 clics pour transformer leur vidéo en quelque chose de captivant pour qu'elles puissent performer sur les réseaux sociaux. Tu peux nous donner un exemple, par exemple, un petit genre de boîte qui peut... L'exemple le plus concret que j'ai en tête et à qui je parle souvent, on a beaucoup de coachs qui utilisent Submagic, donc un fitness coach ou un business coach, etc. Quelqu'un qui a une valeur ajoutée, qui a un savoir-faire dans quelque chose et qui a compris très vite que pour faire de la vente aujourd'hui, c'était plus comme à l'époque où tu devais aller prospecter ton client, le démarcher, etc. Tu devais, créer de la valeur, donc apporter quelque chose pour ton client, et 2, ça permettait de créer de la confiance, et la confiance crée la vente. Et donc ces gens-là, comme c'est des gens qui ont un savoir-faire, c'est plus simple pour eux de faire du contenu, donc ils vont apporter de la valeur sur un sujet, des vidéos de sport, peu importe, et derrière, ça va leur attirer des leads. Donc en fait, moi je suis coach sportif, j'enregistre des vidéos avec mon téléphone, et j'utilise un logiciel, on peut dire ça, où je mets ma vidéo, et dedans, ça va l'envoyer aux bons endroits, ça va l'éditer comme il faut. Ouais, alors le produit, pour rentrer dans le détail du produit, c'est un produit en fait qui permet Submagic, c'est un produit où tu mets ta vidéo RAW, donc RAW c'est le fichier original, et on va te la transformer pour qu'elle puisse performer sur les réseaux sociaux. Donc on va te l'éditer automatiquement grâce à l'IA. On va te rajouter les sous-titres, parce que c'est ultra important aujourd'hui, si tu n'as pas de sous-titres, ta vidéo elle peut pas bien performer. On va te rajouter tes b-rolls. Les b-rolls, c'est des vidéos d'illustration de ce que tu parles dans ta vidéo. Tes transitions, on va t'enlever les blancs. En fait, on va t'éditer concrètement, pimper ta vidéo. Parce qu'aujourd'hui, le sujet, on est dans une économie de l'attention, où en fait, tu es en concurrence constante avec tous les gens qui publient du contenu sur Internet. Et donc, si ton contenu n'est pas captivant, tu ne peux pas toucher des gens. Et pour que les auditeurs se rendent compte, c'est vraiment discriminant, c'est-à-dire que tu as un coefficient, une vidéo qui est pas retravaillée, une vidéo qui est travaillée, ça n'a rien à voir, même si le contenu reste le même. Ouais, ça n'a rien à voir. En fait, c'est très violent, les réseaux sociaux. En fait, tu n'as pas le droit à l'erreur. Le temps d'attention aujourd'hui, quand tu scrolles, c'est moins d'1 seconde. Donc en fait, ça va très très vite avant que ton client, si tu n'as pas réussi à le hooker dès le début, en fait, il part. Et du coup, la barre, elle est de plus en plus haute à chaque fois pour capter l'attention des gens. C'est très important, tu vois. Donc, c'est sûr que si ton contenu, tu le retravailles pas, tu as beaucoup moins de chances qu'il performe sur les réseaux. Ouais, donc, il y a le fond et la forme, mais la forme est très, très importante, c'est ça que tu dis. La forme est très importante. Ouais. Ça fait pas tout, mais la forme est très importante. Donc, les clients payent un abonnement, ils payent à l'usage. Comment ça fonctionne ? Tout à fait. Ils payent un abonnement. Ça démarre à 19 € par mois et ça monte jusqu'à 69 € par mois. En fonction du nombre de vidéos qu'ils ont besoin de faire et en fonction des fonctionnalités IA qu'ils ont besoin d'avoir dans leur abonnement pour éditer leurs vidéos. Donc voilà, ça c'est le produit principal. Donc c'est très simple, on a été très connu par rapport à... en 2023, on est arrivé avec un problème très précis qu'on corrigeait, qui a été la génération de sous-titres captivants sur les vidéos verticales. C'est pour ça que ça s'appelait Submagic. Parce qu'en fait, générer des sous-titres, c'était complexe. Voilà, ça prenait beaucoup de temps. Moi, je le faisais sur Premiere Pro. Premiere, c'est un logiciel est très connu. Mais voilà, moi, je suis monteur depuis 10 ans quasiment. Donc, en fait, si c'était complexe pour moi, c'était impossible pour des gens qui venaient pas de la vidéo. Donc, en fait, on a construit un outil d'éditing de sous-titres très simple où tu peux avoir directement en 3 clics les sous-titres les plus captivants du marché que tu dois faire normalement sur Premiere Pro ou sur After Effects avec beaucoup de temps de travail. Et c'est ça la proposition de valeur qu'on offrait déjà. Et après, on a grossi autour de, OK, pourquoi on met des sous-titres sur une vidéo ? On met des sous-titres pour rendre la vidéo plus captivante. Mais est-ce que c'est uniquement ce qui suffit pour rendre une vidéo captivante ou pas ? Non, il y a aussi les transitions, enlever les silences, mettre un hook title, mettre une musique, mettre une outro. Ça s'est ajouté au fil des apprentissages aussi du marché. Exactement.
Et ça, c'est le cœur de produit de Submagic. Et il y a un deuxième produit qu'on a au sein de Submagic qui s'appelle Magic Clips, qui permet de prendre n'importe quel long format, donc par exemple ce podcast, et d'automatiquement découper les moments les plus captivants du podcast. Ça va mettre la pression On sur va l'équipe, parler à ça. notre- Ça va leur mettre la pression, là. Pour en détecter, pour en créer des shorts. Et ça peut être On un va mettre en podcast. compète leur short et les tiens. Mais ça se trouve, ils utilisent déjà Submagic. Ouais, finalement. Non, même pas. Ils sont déjà magiques. Ok, peut-être qu'on peut ouvrir du coup la partie scale parce que je pense qu'on a tous très bien compris maintenant le produit et le modèle. Ouais, avec plaisir. Et c'est vrai que c'est un point, ça m'a beaucoup amusé quand on a discuté, puisque du coup, t'as deux biais. Hein, vous êtes construit comme ça autour d'une organisation 100% remote. Vous travaillez tous dans pas mal de pays. Alors, il y en a qui se battent sur le télétravail pour savoir si on a le droit à un jour ou deux de télétravail. Enfin, vous, c'est 100% de la boîte. Il y a peut-être qui se battent pour avoir un jour ou deux de présentiel. Voilà. Tu sais pas. Et alors, justement, c'est ça qu'on a envie de creuser aujourd'hui avec toi, parce que c'est probablement lié aussi à ton organisation. Toutes les organisations ne peuvent pas être 100% en remote. Et je voudrais déjà que tu m'expliques un peu comment vous l'avez mis en place. C'était natif chez vous, parce que je crois que avec tes cofondateurs, vous êtes un peu partout dans le monde. Déjà, rien que ça. Et peut-être déjà comment vous êtes organisé. Ouais, alors on a été en remote un peu par défaut, parce que voilà, quand on s'est rencontrés avec mon associé, d'ailleurs j'ai vu que vous aviez pas mal de Fontaine Castali. C'est l'ancien CCO de Castali, mon associé. Voilà, on a participé quelque part. Hein. Voilà, Ouais, exactement. Chaque verre consommé. Attends, j'en profite. Et quand j'ai rencontré Tifei, du coup, en fait, on s'est rencontrés et on avait, dès le début, il m'a dit, moi je pars vivre en Corée du Sud, donc je m'installais sur une île Avec à un Jeju. décalage horaire en plus. Oh. Exactement, donc en fait, voilà, il n'y a pas le choix. Moi, je savais qu'à ce moment-là, j'allais pas rester en France, donc on s'est dit, bah voilà, on sera remote, il n'y a pas le choix en fait. Voilà, j'allais pas venir en Corée du Sud, donc c'est comme ça que ça s'est créé. Et après, on a directement mis ce fonctionnement en place pour que le remote fonctionne. Et au lieu de rejeter le remote, et voilà, on a essayé de home raise le remote, et se dire comment On on s'en peut servir comme un atout, quoi. Exactement. Et se dire, ok, c'est quoi les avantages d'être remote ? Concrètement, comment on peut aller plus vite ? Ok, est-ce qu'on peut recruter des profils aux quatre coins du monde ? Ok. Et donc, on a listé tous les avantages et on s'est rendu compte que ça allait être une belle aventure et qu'on allait le faire en remote et ça allait très bien se passer. Ouais. Et alors, ça veut dire que vous avez vraiment aucun bureau On en n'a tant pas que de tel. bureau, non. Vous n'avez pas de bureau. Non. C'est ça que vous voyez jamais. On se voit pas souvent. Ouais. En fait, moi, mon associé, je l'ai vu. Je pense que je l'ai vu 5 fois dans ma vie. C'est incroyable. Non mais c'est incroyable à entendre. Énorme. Ok. Et les gens Et- dans la boîte. Ouais, les gens dans la boîte, on a mis en place un rituel, c'est que, en fait, Tifei, qui a eu l'expérience de bosser chez Castali où ils étaient, je crois, plus de 100, il me disait en fait ce que les gens retenaient le plus souvent, c'était pas la cafette, etc., c'était les séminaires. Enfin, dans une année, en fait, tu leur dis c'est quoi ton meilleur souvenir, ils vont te dire le séminaire qu'on a fait, etc., c'était le truc le plus cool. Du coup, tous les ans, on organise un séminaire avec toute l'équipe. Donc, on a été la première année en Italie, on a loué une super maison en Toscane et c'était vraiment trop cool. On ramène toute l'équipe pendant une semaine et on fait la fête. Cette année, on a été en Thaïlande. Voilà, et donc chaque année, on se retrouve toute l'équipe aux quatre coins du monde et on les fait voyager pour nous retrouver. Ouais. Et là, d'ailleurs, tu disais, c'est plutôt des séminaires, c'est pas boulot, c'est vraiment fun, cohésion. Ouais, c'est fun, c'est profiter, c'est célébrer les milestones et c'est aussi travailler un petit peu. C'est vrai, on travaille aussi un petit peu. Par exemple, cette année, on a lancé le nouveau produit qu'on a lancé là chez Submagic. On a lancé un nouveau produit qui s'appelle Tom Magic. J'en ai pas parlé, mais c'est un produit qui a rien à voir avec Submagic. C'est un nouveau SaaS. Et on l'a créé le POC en Thaïlande pendant 24 heures. Voilà. Ok, cool. Donc c'est du Un boulot. petit Mais... hackathon. Ouais, exactement. C'était un petit challenge. On s'est dit, vas-y, est-ce qu'on est capable en vrai de créer un produit en 24 heures tous ensemble? C'est quoi ça? Et avant qu'on vienne aux limites, peut-être dans l'organisation, du coup, ça veut dire que, comme tu disais, il y a des décalages horaires, etc. Vous êtes travaillé en asynchrone. Vous avez une culture qui est quoi? Qui est très Slack, qui est très... comment vous travaillez au jour le jour, comment on s'organise? Parce que j'imagine que tu peux pas faire d'imprévu, tu peux pas forcément d'ailleurs brainstormer et tout ça en disant tiens, hop, j'ai un sujet. Donc ça veut dire que c'est très rythmé, c'est-à-dire que forcément c'est un sujet, il y a une réunion ou pas. Comment vous fonctionnez? Ouais, alors je pense que déjà, on a des types de profils dans la société qui fonctionnent très bien avec le remote. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde le remote. C'est des gens qui sont souvent très introvertis dans la société. Donc c'est des gens qui aiment bien, ils ont plus de sécurité. Ils sont plus confiants de bosser de chez eux que de bosser avec des gens. Déjà, ça les réconforte. Deuxièmement, le fonctionnement qu'on a, c'est qu'on a très peu de réunions. On a un weekly par semaine qui est le lundi avec toute la boîte, sinon il n'y a pas d'autres réunions.
Voilà, D'accord. très Donc, peu de tout le monde réunions. se connecte. T'as Ouais, un tout le monde Zoom, se un connecte Teams. on donne la fiche de route de la semaine et un peu la température. C'est un mythe, voilà. Sinon, on fonctionne sur Discord concrètement. On parle sur un serveur Discord avec mon équipe sur différents channels qu'on a, marketing, produits, tests, déploiement, etc. Voilà. Et sinon, il y a pas mal de discussions en asynchrone, notamment grâce à Loom. On utilise Loom Ouais, énormément. d'accord, énormément. Ouais, tu Genre, peux expliquer, tiens, parce que Ouais. il n'y a pas grand monde qui connaît Loom, mais moi je trouve ça très très utile, donc si tu peux revenir. Bah, Loom, c'est un outil qui nous a vraiment changé la vie. Je pense que sans Loom, on pourrait pas faire ce qu'on fait. Mais Loom, c'est un outil qui permet de faire du screen recording, donc d'enregistrer ton écran, en même temps de pouvoir parler au-dessus et de pouvoir communiquer un message de façon plus efficace que juste de faire une note vocale, parce que tu as une transcription derrière et tu peux vraiment... tu vois ce que la personne elle veut te dire parce qu'elle a son enregistrement d'écran. Et nous, on communique beaucoup par Loom. Donc, ça demande d'être très précis dans nos discussions. Voilà, il faut pas être flou. Faut être très concret. Dans les messages écrits, on essaie de bien structurer ce qu'on veut, pourquoi on veut ça, dans quel but. Parce qu'en fait, si tu envoies un message, si par exemple Hannibal, c'est quelqu'un de notre équipe produit qui est basé en Argentine, il envoie un message à Tifei, il est pas clair dans son message, Tifei va se coucher, il se réveille le lendemain, Hannibal il va se coucher, donc en fait on perd 48 heures. Tu vois, donc il y a vraiment un sujet de clarification, ownership et beaucoup d'autonomie. Les gens sont très autonomes dans la boîte. Ouais, Dès le début. d'où le Loom en fait, parce qu'en fait, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que déjà, tu es obligé d'être hyper concis, tu es obligé d'être précis. Et en fait, je trouve que on l'utilise beaucoup quand tu veux faire une démo de ton produit. En fait, je trouve ça très bien parce qu'en 5 minutes ou ce que tu veux, tu peux avoir vraiment une démo du produit. C'est concret, c'est concis. Et tu n'as pas tous les bugs de temps de latence de téléchargement, etc. Donc en plus, je trouve ça très bien. Mais ça exige du coup d'être hyper précis sur la façon dont ce que tu veux démontrer, quoi. Et c'est ce que tu dis, toi. Vous perdez pas de temps. En fait, c'est hyper efficace. Ouais, on essaie d'être très efficace. On a beaucoup de groupes, en plus WhatsApp pour le marketing, moi avec Tifei et Ellie, notre CMO. En fait, on a beaucoup de discussions informelles en WhatsApp, en one-to-one ou en groupe. Mais par exemple, Tifei, mon associé, je lui parle tous les jours. Tous les jours, j'ai un call avec lui. Mais c'est pas un call prévu, mais on s'appelle sur WhatsApp quand il se réveille le matin et quand moi je vais me coucher. Tous les jours. Et tu parlais de brainstorming, comment on brainstorm. En fait, on brainstorm généralement juste lui et moi, ou lui et moi et Ellie, notre CMO. Mais ça va être souvent des calls à minuit chez moi ou 7h du matin chez lui, où on va réfléchir aux idées. En fait, c'est pas on se pose à une réunion et on réfléchit aux différentes idées. C'est genre, tiens, la journée vient de se terminer, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a ressenti, c'est quoi le feeling sur la prochaine semaine, prochain mois, est-ce qu'on a des nouvelles idées, tiens, j'ai parlé à ces clients-là. C'est un peu un jeu de ping-pong, du brainstorming en réalité. Et ça marche très bien pour nous de cette plus façon. Spontané qu'on planifie des réunions et on s'y tient, etc. En fait, quoi. j'ai réalisé que toutes les réunions planifiées, c'était vraiment souvent c'était un peu de la merde à la fin. En vrai, non, mais toutes les réunions planifiées qu'on a, au bout d'un mois, elles servent plus à rien. Genre, en fait, on va dans la réunion, on sait même plus pourquoi on l'a fait, et on préfère faire des réunions quand on y a vraiment besoin d'en faire une que de te mettre des rituels un peu tout le temps parce que Ça. Et comment on fait pour gérer une équipe à distance, à la fois pour, tu vois, quand tu manages, tu es obligé quelque part de contrôler quand même ce que font les équipes, et comment tu analyses des signaux faibles, parce qu'en fait, ce qui est sympa, c'est que tu vois quand quelqu'un va pas bien, justement à la cafette ou machin, enfin, tu sens les émotions des gens et pour arriver à capter ces signaux faibles, comment tu peux faire à distance? C'est pas facile. Franchement, honnêtement, c'est pas évident. Je pense pas que, tu vois, même aujourd'hui, avec du recul, je sais même pas si on continue de capter les signaux faibles ou pas. Ce qui est sûr, c'est que comment on fait pour gérer les gens, je pense qu'on a beaucoup... tu dois donner la confiance aux gens. Tu es obligé, en remote. Confiance par défaut. Confiance par défaut, parce que tu ne peux pas, par défaut, je suis pas derrière la personne, tu vois. Je peux pas la contrôler dans son travail. L'avantage d'être une petite équipe en remote, c'est qu'en fait, quand il y a quelqu'un qui fait pas son travail, tu le vois directement dans les résultats. En fait, chacun a la responsabilité d'un sujet. Donc, tu vois, si en produit, ça agit pas, en fait, tu vois, oui, au bout de 2 jours, si quelqu'un, je sais pas, ment sur ses heures, j'en sais rien, en fait, tu le verras, tu vois, ça se voit très vite. On est tellement proche, il n'y a pas de manager dans l'équipe, donc ça se ressent. Il y a beaucoup de... c'est très réactif, tu vois. Mais du coup, ce que ça sous-entend aussi, c'est que c'est possible parce que vous êtes une petite équipe, que ça va vite et que tout le monde est un peu avec la même ADN. Tu m'as évoqué la difficulté de gérer un plateau de croissance. Évidemment, quand tout va bien, il y a l'émulation, etc. Un plateau de croissance pour se relancer justement, là où quand tu as besoin d'être ensemble, etc. Comment tu gères ça à distance et comment peut-être vous l'avez géré? Ouais, donc pour un peu la petite histoire, donc on a connu une très grosse croissance rapidement. On a atteint 1 million d'ARR, donc c'est un peu
comment on appelle milestone, ouais. C'est un Un vrai milestone palier, ouais. emblématique dans les SaaS. Généralement, le million d'ARR, on l'avait atteint en 90 jours, donc c'était très très rapide. Et après, on a une croissance comme ça jusqu'à 5 millions d'ARR. On a été une croissance très rapide. Et à 5 millions d'ARR, on a commencé à avoir un plateau. Enfin, un plateau. Tout est relatif, mais on a une croissance qui était moins Moins de rapide. croissance, Voilà. on va relativiser. Et mais comme tu es habitué à une croissance rapide, en fait, à l'intérieur, tu te dis, en fait, il y a un truc qui va pas. Et comment tu gères ces phases de plateau? Bah, c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est là où tu as besoin, justement, je pense, du présentiel. Moi, je disais souvent à mon associé, on se voit, viens. Enfin, tu sais, c'est là où tu as besoin de trouver de la confiance et de l'énergie pour se dire, bah, en fait, c'est quoi les prochains bets, c'est quoi les prochains trucs. Et bah, en fait, ça s'est résolu. Enfin, ça a été pas facile. C'est pas facile. C'est beaucoup de réunions, beaucoup de réunions, beaucoup de discussions, En fait, il faut trouver des moyens de redonner de la confiance à l'équipe. Donc en fait, comme on est en remote, bah, le CEO de la boîte, bah, il donne la direction à l'équipe. Et moi, c'est très important que j'ai la confiance et que je sache où est-ce qu'on va. Donc j'ai eu beaucoup d'aide de mon associé aussi. On a beaucoup co-créé ensemble la vision de où est-ce qu'on allait et que ça allait se passer. Et le bateau, on allait le traverser et que tout allait bien se passer. Le séminaire nous a aidé aussi, pour être tout à fait honnête. Parce que tu retrouves l'équipe après 1 an de travail. Tout le monde est content, ça redonne une super énergie. Tu vois, pendant les 3 prochains mois d'après, c'est la folie. Mais ouais, il faut... Tu t'es beaucoup reconnecté aussi aux clients. Tu as essayé d'appeler et de comprendre ce qui marchait, ce qui marchait pas chez les clients. C'était un bon type, ça, je trouve. Ouais, les clients, c'est un peu la magic sauce pour moi, mais pas du tout magic sauce. Enfin, tout le monde sait qu'il faut parler aux clients, mais tout le monde le sait, mais pas beaucoup de gens le font, j'ai remarqué. Mais en fait, j'ai essayé de playbookiser, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais on s'est dit, OK, si on passe un moment qui est compliqué dans la boîte, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que je regagne de la confiance? Genre, quels sont les éléments, moi, personnellement, qui me donnent de la confiance? Parce que si j'ai la confiance, la boîte a la confiance derrière. Tu vois, tout déroule de moi, tu vois. Donc, si moi, je suis fébrile, la boîte, elle sentira qu'on est fébrile. Et donc, ce qui me donne de la confiance, c'est, se reconnecter aux bases et se dire, OK, c'est qui nos clients, pourquoi on fait les choses et pourquoi on se lève le matin? Et du coup, bah, allons leur parler et demandons-leur, genre, concrètement, qu'est-ce qui vous plaise, comment on peut faire mieux, etc. Et donc, ça paraît tout con, mais en fait, c'est reprendre beaucoup de calls avec les clients, reparler avec eux. Et en fait, eux te donnent l'énergie. En fait, bah ouais, c'est trop bien ton produit, je l'utilise pour ça, ça, ça. OK, bah, les next steps, c'est ça, j'ai besoin d'avoir ça. Et en fait, ils te shape toute ta vision, toute ta roadmap, l'évolution, la confiance que tu as, etc. Donc, se reconnecter aux choses basiques et saines de ton business sont un super moyen pour nous, en tout cas, de regagner de la confiance et ensuite de traverser ces places de plateau. Ouais, très intéressant. Deuxième sujet que je voulais vraiment aborder avec toi, c'est évidemment l'IA. C'est natif chez vous. Et je trouve qu'on parle beaucoup de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir de la productivité, quels outils on peut mettre, est-ce qu'on va mettre des agents, est-ce qu'on va faire du chaînage, Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu te poses la question différemment, c'est qu'en fait, l'IA, ça a été natif chez vous. Et moi, j'aimerais bien qu'on essaie de comprendre un peu ton organisation, ce que vous avez mis en place au niveau de l'IA, et après qu'on fasse un petit focus sur les différents postes, comment tu l'utilises au marketing, comment tu l'utilises au produit, comment tu l'utilises pour les devs, voilà, je trouve ça intéressant. Et peut-être aussi, pourquoi ça marcherait pas? Pourquoi ça marcherait pas forcément? C'est une boîte qui est pas technique, qui est pas IA native, tu vois. Pourquoi le mindset que vous avez au départ et le fait que vous êtes 100% là-dedans, ça fonctionne? Et tu m'as dit à un détour de conversation que ça fonctionnerait probablement pas dans une boîte qui essaye de mettre ces outils-là. Tellement il y a un changement de culture qui est fort. Ouais, c'est sûr. Alors déjà, c'est une culture très différente. Pourquoi on a mis l'IA dès le début? C'est qu'on a compris, quand on a lancé la boîte en 2023, c'était l'arrivée de ChatGPT. On s'est dit, en fait, si on n'embrace pas l'IA, ça va nous détruire. En fait, on ne sera jamais en mesure de faire un produit qui a une telle croissance avec si peu de personnes, sans l'IA. Ouais, parce que vous êtes très lean. Redis-nous un peu le nombre de personnes, etc. Je pense que c'est intéressant. On est 13 dans la boîte et on est très lean, on est 13. 13 pour 9 millions de chiffre d'affaires récurrents quand même, juste pour que les gens se rendent compte de l'efficacité. 40% d'EBITDA, on fait très attention à tout depuis le départ, toutes nos dépenses, on recrute vraiment quand ça fait mal et on essaie toujours de se dire genre comment on peut être moins plutôt que comment on peut être plus. Voilà, donc parce que je pense que c'est là où va l'IA, tu vois. C'est vraiment intéressant ça dans le mindset. Hein. Vous recrutez que quand ça fait mal. Bah, mais c'est pas moi qui le dis, ça c'est un mec de YC, je crois, ouais. qui dit Paul Graham, qui dit hire when it hurts. Et il a raison, en fait. Sinon c'est trop simple de recruter. Quand t'as du cash, t'as un petit problème, allez, on prend quelqu'un pour faire ça. Mais en fait, à la fin, tu te rends compte que t'as des gens pour faire plein de trucs, t'as une organisation qui devient complexe, tu perds de la marge. Et en fait, c'est un cercle vicieux, en fait. C'est pour ça que les boîtes qui lèvent des fonds, au début, en fait, elles font l'erreur de recruter trop vite, rapidement.
je sais pas, nous on a fait un mindset inverse, on s'est dit on va vraiment recruter vraiment que quand ça fait mal et surtout on va voir comment ce process-là, cette personne qui aurait dû faire ce job-là, comment on aurait pu le faire avec l'IA. Tu vois, le customer support, c'est un super exemple si on rentre dans le détail, mais on gère 4 millions de personnes avec 3 personnes au customer support. Ben en fait, c'est les process, c'est comment on peut faire en sorte d'automatiser les réponses, comment on peut faire en sorte d'avoir un helpdesk qui est bien fait, comment on peut faire en sorte que on soit beaucoup plus efficace sur les tickets. Alors tu peux rentrer dans le détail, là, on va faire un petit focus là, pour nos auditeurs. Qu'est-ce qu'on met en place pour gérer, tu dis 4 millions de... 4 millions d'utilisateurs. Alors, ils ne sont pas actifs tous les mois du tout. Mais c'est un beau flux de tous les jours de gens qui arrivent, qui posent des questions. En fait, tu analyses. Première question, c'est OK, on va analyser c'est quoi le comportement des gens sur notre produit. Qu'est-ce qu'ils posent comme question fréquemment? Et il y a 90% en réalité des questions qui sont posées tous les jours par les gens qui sont automatisables, qui sont... c'est les mêmes. C'est les mêmes. Les gens se posent les mêmes questions en général. OK, bah déjà, 90% du travail, boum, il est automatisé. Super bien fait. Avec donc là, tu as mis un agent, tu as mis c'est un bot. On utilise Crisp, pour ceux qui connaissent. C'est un concurrent, c'est une boîte française en plus. Super boîte Bootstrap d'ailleurs, qui est top. Et ils ont un modèle AI où tu peux automatiser des réponses, créer un helpdesk et la réponse, elle vient être prise dans ton helpdesk. Donc, il y a beaucoup de choses que tu peux mettre en place techniquement pour simplifier le customer support. Et donc ça, c'est la première chose. Ensuite, pour les 10% restants des questions qui sont spécifiques, on met en place tout un système de... En fait, comment on peut apporter une super bonne expérience avec très peu de temps, que l'agent passe pas beaucoup de temps sur le client en soi. Donc, ça va être des vidéos qui vont être déjà enregistrées, des looms qui vont être déjà être faits. Donc, on a une librairie de looms mais énorme. Et en fait, le client, il reçoit une expérience incroyable. Il reçoit un loom, tu vois, pour lui. Il se dit putain, les mecs c'est trop cool, ils ont une réponse à ma question en vidéo, c'est pas un message texte, et le résultat c'est qu'on a une expérience client malgré le fait qu'il soit 3, on a plus de 1700 avis sur Google à plus de 4,9 sur 5 sur Trustpilot. Non mais moi l'expérience client c'est hyper important pour moi, genre depuis le day one c'est genre je veux un truc, je veux que le client quand il rentre sur cette magique il soit trop content et qu'il ait une bonne expérience. Et aujourd'hui on prouve bien que même avec 3 personnes avec beaucoup de flux, tu peux garder une super bonne expérience en utilisant les process de l'IA bien faits. Je ne pourrais pas rentrer dans le détail exactement parce que c'est notre directeur du Customer Support qui s'occupe concrètement des mécanismes. Je ne suis pas la tête dedans pour être tout à fait honnête, mais je pourrais le partager avec toi si tu veux et on pourra le donner aux utilisateurs. Avec plaisir, je pense que c'est une vraie réflexion. Non, parce qu'en plus, les sujets de Customer Support, tu dis oui, mais alors en fait, mes questions, effectivement, elles sont un peu spécifiques et donc mes clients, ils aiment bien avoir, ils vont jamais être satisfaits. Après, en fait. Et un truc qui est vrai, c'est que notre produit est très simple. Donc, on a un produit qui n'est pas complexe. Tu vois, on ne vend pas une solution à 8 000 € par mois. C'est un produit à 20 € par mois. Donc, il n'y a pas... Il y a ça aussi qui joue en compte. Je pense que si demain on avait un produit qui était beaucoup plus compliqué pour du B2B pur et dur, je pense qu'on aurait besoin d'avoir des... tu vois, là, on se pose la question de lancer le motion sales pour aller chercher du mid-market enterprise. On a besoin de recruter un SDR, un customer, qu'on appelle ça là, un compte exécutif, tu vois, quelqu'un qui va gérer le compte du client. Je pense pas qu'on pourrait faire... tu vas avoir ce même modèle en étant en B2B pur et dur. Oui, c'est sûr. Mais ce que tu peux te dire, c'est que toi, tu es CSM. Donc, ceux qui vont être au support client, c'est dédié qu'aux cas exceptionnels, qu'aux cas très complexes. Donc, à la fin, c'est peut-être le pourcentage qui va changer et tu laisseras toujours les cas très complexes. Mais ce qui est intéressant, c'est de l'avoir dès le départ intégré et qu'en fait, là-dessus, vous êtes construit comme ça. Et si aujourd'hui, tu n'avais pas l'IA, tu aurais combien de personnes à ton support pour gérer 4 millions? Je peux te le dire, par exemple, par rapport au produit. Ça, je le sais, parce que le produit sont 4 au produit. Honnêtement, ils font le travail de 30 personnes. Enfin, l'IA, non, mais l'IA dans le produit, dans le développement, c'est là où ça a le plus d'impact aujourd'hui. Il n'y a pas une équipe produit. Si une équipe, tu voyais une équipe produit, je sais pas si Théodo, tu vois, genre, mon équipe, elle code plus. Genre, ils codent plus. Ils font que du prompting. Pour moi, le métier de demain, c'est le prompt engineering. C'est le mec qui sait prompter. Mais ils ne promptent quasiment plus. Donc, en fait, ils sont capables de shipper autant de features, de faire tout ce qu'on fait parce qu'ils utilisent l'IA, Cursor, je sais plus quels autres outils ils utilisent, mais en veux-tu en voilà tous les jours. Ouais, donc ça, c'est quand même très, très significatif. Là, on se rend compte que... Quand tu as dit au produit, ils sont 4, c'est les, tu veux dire 4 product et ouais. ingénieurs. Ouais, enfin, il y a un UX UI et 3 devs. 3 devs, c'est ça, juste pour les auditeurs. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, il n'y a pas de product manager. Non, c'est un peu le rôle de Steve, mon associé, qui est CTO, qui fait un peu c'est le monsieur produit. Voilà, en quelque sorte. Et sur les autres fonctions, marketing, on imagine aussi que forcément, c'est là. Bah ouais, marketing, tu vois, là il y a le Black Friday ce week-end. Ouais. Le Black Friday, en fait, c'est la première chose qu'on essaie d'inculper à la boîte, c'est quand vous commencez une action marketing, peu importe ce que vous faites, d'abord posez la question à l'IA.
ok, j'ai le Black Friday ce week-end, qu'est-ce que je devrais faire? En fait, c'est des mécanismes, c'est des automatismes. Et moi, aujourd'hui, c'est horrible, mais dans ma vie, j'utilise l'IA tous les jours. Et j'en faisais un très dépendant. Mais c'est vrai que je me pose toujours la question avec l'IA, d'abord. Et du coup, ça fait qu'on a ce truc-là où on va plus vite. Mais c'est vrai que pour le marketing, voilà, concrètement, on a le Black Friday ce week-end. Prépare-moi mes assets marketing. Prépare-moi les scripts. Trouve-moi des idées différentes pour pousser le Black Friday. Donc la rédaction de script, ça compte beaucoup, ça prend beaucoup de temps. Trouver des idées. On fait beaucoup d'influence marketing, par exemple. Donc l'influence marketing, c'est trouver des listes d'influenceurs, les contacter, négocier des scripts avec eux, des concepts de vidéos. Mais tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc du coup, tu vois... pour les influenceurs, pour les trouver déjà, on utilise beaucoup d'IA pour aller plus vite, pour faire des listes, des automatisations, qu'on appelle ça. Ça m'est sorti de la tête. Quand tu fais du scrapping, voilà, du scrapping de listes d'influenceurs, etc. Pour les contacter, pareil. Par rapport aux scripts qu'on leur propose, on a testé les meilleurs scripts, on a vu les vidéos qui ont le mieux marché, on les réutilise, on les repousse, on les réajuste. Enfin voilà, on essaie de vraiment le mettre au plus possible dans les process en marketing. Mais c'est pas, je dirais pas que c'est le marketing là où il y a le plus d'impact de l'IA. Je dirais que c'est plus dans la partie produit. Donc un produit, ouais, forcément. Ouais, un produit de customer support. Ouais. 3 marketing, mais je pense que ça va arriver partout. Même moi, je vais être remplacé bientôt, tu vois. Non, mais c'est vrai, genre, même la vision de la boîte, je la fais avec l'IA, tu vois. Ouais, impressionnant. Et peut-être pourquoi ça pourrait pas forcément être translaté justement à une boîte qui est pas qui ferait ton métier, tu vois. Imagine, tu aurais commencé ton SaaS, on va dire 5 ans plus tôt. Tu aurais fait une grosse levée. Parce que l'idée est très bonne, tu aurais embauché pas mal de gens, mais pourquoi tu n'arriverais pas forcément à te transformer? Pourquoi? C'est quoi l'ADN que vous avez chez vous? Tu dis c'est parce qu'on réfléchit, on lance rien sans tester, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des gens qui peuvent, tu vois, notamment je pense à tous ceux qui ont une énorme base, tu vois, d'informations depuis des années. Je trouve que là-dessus, l'IA, s'ils arrivent à nettoyer... Ouais, moi je pense que ma théorie, c'est que quand tu donnes, tu vois, tu donnes une habitude à quelqu'un, tu donnes du sucre à un enfant, lui enlever le sucre après derrière, c'est hyper dur, tu vois. Donc de changer des habitudes, de sortir de la zone de confort, quelqu'un en général, c'est dur. Et donc quand tu t'es habitué à avoir beaucoup de gens dans ton équipe, avoir des process qui sont faits comme ça, c'est dur de revenir à des trucs. En fait, on va faire less is more, tu vois. Less is more, c'est une de nos valeurs chez nous, mais on essaie toujours de se dire comment on peut faire mieux en dépensant moins ou en ayant moins de personnes. Mais toujours, tu vois. C'est peut-être le modèle Bootstrap où je suis un taré de la marge, mais ouais, frugalité. En fait, même si on a de l'argent aujourd'hui, je me dis toujours, tu vois, on fait attention à chaque dépense, mais c'est un effort parce qu'au quotidien, c'est chiant. Mais en fait, c'est juste pour inculper le mindset auprès de nos équipes de dire qu'en fait, même si on n'en est plus au stade où on était il y a 2 ans et demi, en fait, tous les jours, aujourd'hui, j'ai renégocié le contrat qu'on avait avec un prestataire. On a gagné $5,000 sur l'année, mais ces $5,000, ils sont hyper importants pour nous parce que ça montre que, tu vois, on se bat pour chaque dollar et qu'on essaie de faire, tu vois, c'est un mindset, je trouve, c'est une attitude. Ouais, et c'est en même temps ça devient de l'ADN de la boîte et aussi les valeurs de la boîte. C'est-à-dire que tu montres que c'est pas free lunch, quoi. Exactement. En fait, c'est trop, je sais pas forcément, tu vois, je me pose la question, j'ai parlé avec beaucoup de potes à moi qui ont levé des fonds, des boîtes, etc., des 20, des 40 millions. Franchement, je vois où est-ce qu'ils en sont. Et en fait, moi, je ne saurais pas faire ce modèle. Honnêtement, je ne saurais pas faire comme ils font. Tu vois, genre, je pense que ça marche très bien. Chez certains types d'entrepreneurs, je pense que quand tu as une boîte, le modèle VC versus le modèle Bootstrap, je pense que demain, je remonte une boîte avec une vision très, très, très puissante où je sais... En fait, j'ai besoin d'argent pour développer mon produit, par exemple de l'infrastructure ou des trucs comme ça. Je pense que inévitablement, tu as besoin de fonds. Mais je pense que dans le software aujourd'hui, les mecs qui disent j'ai besoin d'avoir 10 millions d'euros pour développer mon software et même de la distribution, je suis pas convaincu. Franchement, honnêtement, je suis pas convaincu et je le vois même avec nos concurrents. Ouais, ça pose d'ailleurs une vraie question. Enfin, c'est un autre débat, mais ça pose une vraie question sur la valeur des softs. Tu vois, quand tu vois tout ce que tu peux faire, ce qu'on appelle en vibe coding, etc., c'est incroyable. Donc en fait, d'ailleurs, aujourd'hui, tu as vraiment l'impression que ce qui est le plus important, c'est l'architecture qui est en dessous, l'architecture de la donnée, etc., versus le front-end que tu peux changer là. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive dans une ère où
créer des produits va devenir une commodité. On va devenir dans la fast fashion des SaaS où en fait n'importe qui va pouvoir créer des produits. En fait, la barrière à l'entrée elle est ultra faible aujourd'hui. N'importe qui peut faire un super produit. Et je trouve qu'à l'inverse, elle revient beaucoup du côté DSI, du côté tu vois des droits, l'orchestration de la donnée, tu vois toute l'infra de données. Moi, je trouve qu'il y a un vrai retour là-dessus parce qu'en fait, ton front-end maintenant, tu peux le faire évoluer. Tu fais n'importe qui te faire ton web coding, tu vas sur Lovable et t'as un front-end qui est très bien. En revanche, justement, pour avoir une bonne donnée, pour qu'elle soit structurée, pour gérer les droits d'accès, etc. Je trouve que l'architecture, c'est ça qui finalement reprend de la valeur. Donc, c'est un peu... on a un peu inversé les rôles, les DSI étaient... Ça, c'est possible, mais je ne serais pas la meilleure personne pour te le dire parce que je ne suis pas quelqu'un de technique. En revanche, ce que je vois, c'est que la clé aujourd'hui, c'est la distribution. C'est-à-dire que n'importe qui va être en mesure de créer un produit, par contre, le distribuer, ça devient compliqué. Et c'est là où on en revient au short-form content et à comment tu fais du contenu, comment tu touches une audience, comment tu apportes de la valeur. Mais... voilà, pour moi, je vois la suite de... Moi, mon pari, c'est que dans 2 ans, les gens, soit ils demanderont la question à l'IA, ils poseront des questions à ChatGPT tous les jours, soit ils scrolleront sur TikTok, Instagram. Même pour acheter, hein. Mais je pense qu'on va arriver dans une ère comme ça. Et donc, il y aura ces 2 utilités où il y aura d'un côté l'IA pour les questions et de l'autre côté... Tu nous raconteras, on va dire, quel homme futuriste exceptionnel. Et d'ailleurs, c'est peut-être la 3e partie, là. Avant, je pense que avant la 3e partie, je pense que peut-être Margot, toi, tu as peut-être un résumé de ce qu'on a retenu déjà. Ouais. Du coup, Julien d'habitude fait un petit résumé un peu de ce qu'on s'est dit et donc je m'attelle à le faire à sa place. Ce qui est cool, c'est que j'ai trouvé, finalement t'as choisi la vidéo parce que c'est un écosystème que tu connais bien, mais avant ça, t'as été très curieux pour gagner en expérience et tout ça et pour arriver en fait avec les muscles prêts pour du coup monter ta boîte. Et après, les 2 trucs très cool, donc c'est par rapport au remote, c'est de le prendre tout de suite comme un atout et pas du tout comme une contrainte. Et avec plein de bonnes pratiques que tu mets en place direct, mais de se dire, finalement, on recrute des profils qui ont envie de faire du remote, qui sont adaptés à ça, de se dire, on fait pas beaucoup de réunions, on privilégie presque le spontané, on fait des séminaires pour quand même créer de la cohésion, on fait de l'asynchrone, on autonomise les gens. Donc d'avoir un peu toutes ces bonnes pratiques. Et après, par rapport à l'IA aussi, c'est 2 tips qui sont assez chouettes, c'est finalement de recruter quand ça fait mal. Et donc, pour ça, c'est comment on peut essayer d'optimiser avec l'IA nos process avant de recruter quelqu'un pour faire à notre place ce sur quoi on est en train de perdre du temps, on est en train de perdre un petit peu de fluidité à ce moment-là. Et aussi de toujours, dès qu'on a un nouveau projet, de demander à l'IA comment on ferait. Et en fait, finalement, c'est un bon tip à donner à tous les auditeurs de plus en plus. Que tout le monde nous dit comment utiliser l'IA, comment s'y mettre. En fait, dès que tu veux faire quelque chose, demande-lui et ça fait déclencher la machine, quoi. Et demande-lui, moi j'utilise beaucoup ChatGPT avec la note vocale. Oui. En fait, parle-lui comme si c'était quelqu'un de ton équipe. N'hésite pas de lui parler différemment parce que c'est l'IA. En fait, parle-lui dans tes process et c'est comme ça que ça marche le mieux parce que tu donnes beaucoup d'informations cachées. Ouais, je fais il y a un truc aussi que j'aime bien, c'est en fait tu demandes de faire un prompt. Donc en fait, moi tu vois, j'ai une problématique, je lui dis voilà, j'aimerais fais-moi le prompt pour faire un deep search. Et donc, en fait, moi, je dis quelques idées, etc. Et tu vois, il remet en forme, il fait un vrai prompt. Et là, tu lui rebalances et tu fais un deep search. Tu pars pendant 10 minutes te prendre un café. Et tu reviens et tu as 20 pages sur le sujet. Et en général, c'est quand même super bien fait. Et je trouve que le fait de passer par le pré-prompt, en fait, fait que tu as une demande qui est une qualité qui est améliorée, qui est vraiment affinée. Super intéressant, ouais. Du coup, si on... Attends, t'avais peut-être un dernier mot ? Non, c'était l'assistement, je peux pas dire. Non, j'ai pas grand-chose à dire dessus, mais je l'ai noté. Ouais, c'est assez sympa, l'assistement. J'aime bien, comme mantra. Du coup, la boîte est encore... Ça, juste parenthèse sur l'assistement, il y a un truc que je me suis rendu compte, c'est pareil, dans le produit, comme on peut faire moins. En fait, faire mieux, c'est pas forcément faire plus de fonctionnalités, faire plus de boutons. C'est, tu vois, parfois, tu vois, la landing page, les gens la regardent, ils disent, elle est horrible, mais elle convertit bien. Alors pourquoi je vais la changer, tu vois ? On pourrait toujours rajouter des trucs. En fait, on essaie de faire... tu vois, parfois... keep it simple, quoi. Ouais, keep it simple. Mais c'est pas évident parce que, par nature, on a toujours envie de combler le vide. Tu vois, l'humain, il aime pas la nature déteste le vide. Et on a toujours envie de rajouter des boutons, des ci, des ça. Et tout. Et en fait, tu complexifies le produit indirectement. Et l'assise-mort, c'est valable dans la gestion de la boîte, comme dans le recrutement, comme dans le produit en lui-même. Comment tu gardes un produit simple. Et parfois, ça veut dire aussi enlever des fonctionnalités qui ne sont pas utilisées. Par exemple, là, on l'a fait la semaine dernière, on a sorti 10 fonctionnalités dans les 12 derniers mois, on a pris celles qui étaient le moins utilisées, on les a dégagées. Parce que ça fait du bruit, en fait, dans le produit. C'est gaspillage.
Du coup, less is more, mais aussi pas mal d'ambition. Donc, c'est quoi l'idée en fait? Qu'est-ce que tu te racontes maintenant? Parce que tu parles beaucoup de la vision, tu parles beaucoup de toi et de ton impact si t'es bien et pour que la boîte continue de grandir. Tu t'es fixé un objectif en particulier, un horizon, un game qui te plaît? Vers où tu veux aller? Déjà, je pense que le game qui nous plaît, c'est de rester. Là, on a un modèle aujourd'hui avec l'équipe où je pense que toute l'équipe est contente de bosser pour SubMagic. On a très très peu de personnes qui sont parties. On en a qu'une ou deux, je crois, depuis le début. Donc, on a une bonne team, tout le monde est content. On a un modèle qui est sain, donc on est bien, on est aligné, on est bien dans nos bottes, on n'est pas dépendant de quelqu'un. Donc, je pense que ça, c'est la première des choses. Par rapport à la vision de la boîte, nous, en fait, notre but, c'est d'aider cette cible qu'on adresse, donc les SMBs ou les petits entrepreneurs, à faire plus de business grâce au short form content. En réalité, ils nous utilisent aujourd'hui parce qu'ils veulent faire du contenu, parce qu'ils veulent trouver plus de clients. Donc, on se dit comment on peut leur apporter plus d'impact demain. Ok, tu disais un truc tout à l'heure. Tu disais, ouais, il y a l'editing, il y a la forme et le fond. Donc, la forme, c'est hyper important. C'est vrai, la forme, c'est important, mais c'est pas le plus important. Le fond, de dire, tu peux avoir le plus bel editing du monde, si ta vidéo, tu parles d'un sujet qui est inintéressant, ça n'intéressera personne. Donc, en fait, il y a, dans la partie de la création de contenu, quand tu te mets à faire du contenu pour toucher une cible, il y a la partie 1, idéation, comment tu trouves des idées intéressantes. 2, comment tu scriptes ta vidéo de la bonne façon. 3, comment tu recordes ta vidéo. Tu vois, c'est pas pareil si on s'enregistre là dans un studio ou si ce podcast, on l'avait fait sur Riverside. La qualité serait pas la même, le rendu visuel serait pas le même, la vidéo aura peut-être moins performé. 4, l'editing. Et 5, la publication. Donc, publication veut dire je publie et j'analyse les résultats et ce qui marche, je refais ce qui marche et j'arrête de faire ce qui marche pas. Et du coup, la vision de SubMagic, aujourd'hui, on est rentré dans la branche editing. Je pense qu'on le fait très bien. On a un super produit aujourd'hui pour la partie editing. Maintenant, on va aller attaquer la partie en amont. Donc, c'est-à-dire comment on peut aider les gens à trouver des bonnes idées. Alors, c'est l'insight. Tu vas leur dire, j'ai regardé toutes tes vidéos, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc, voilà ce que tu devrais essayer. Voilà les thématiques que tu pourrais pousser, etc. Exactement. En fait, on connaît les métiers des gens parce qu'on a tout le transcript de leurs vidéos. Donc, on sait dans quel domaine ou quelle industrie ils sont. Et du coup, basé sur l'industrie, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais leur proposer un outil qui va me permettre d'aller trouver les vidéos les plus virales dans cette industrie-là, dans le monde entier. T'es boulanger, tu veux faire des vidéos sur ta boulangerie. Je vais te trouver les vidéos qui ont le mieux performé, peu importe le pays. Et je vais te les pousser sur un dashboard. Et toi, ça va te donner des idées qui marchent, que tu vas pouvoir répliquer à ta façon. Tu vois, Je donne un exemple pour la boulangerie. Et on est en train de bêta-tester le produit avec des utilisateurs. Et, on a des clients qui sont des boulangers en France. Et trouver des concepts. Et on l'a fait sur la boulangerie parce que c'est un truc qui parle à tout le monde. On a trouvé un concept de vidéo grâce à cet outil-là. Où en fait, le matin, c'est quelqu'un qui vient à la boulangerie avec une caméra POV comme ça. Et qui demande au boulanger, donnez-moi 100 croissants. Est-ce que je peux vous commander 100 croissants, s'il vous plaît? Donc le mec, il dit, ouais, pas de souci, je vous les prépare. Il amène 100 croissants. Et après, le mec, il se balade dans la rue et il va donner des croissants aux gens. Comme ça, il me dit, bonjour, bonne journée, je vous donne un croissant, etc. Les gens, ils sont super contents. La vidéo, elle a fait genre 3 millions de vues, 50 000 likes. Enfin, c'est un super concept, tu vois. Ça interagit avec les gens, etc. Ce concept-là, il est réplicable dans plein de pays, tu vois. Avec pas des croissants, mais des pains au chocolat, etc. Donc ça, c'est une bonne idée de concept que n'importe quel boulanger pourrait faire demain. Et qui n'est pas si évidente. Et qui n'est pas si évidente en plus de se dire, allez, on va faire ça, quoi. Exactement. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens, quand ils trouvent des idées, ils demandent à ChatGPT, ils disent donne-moi 10 idées sympas pour faire des contenus sur la boulangerie. Généralement, c'est des idées de merde. Enfin, le ChatGPT, c'est pas ouf pour la création d'idées. En fait, on s'est dit la meilleure méthode pour trouver des idées créatives, c'est d'aller voir ce qui marche déjà et de le répliquer. Ouais. Donc voilà, c'est la créativité. Mais ça va être énormément d'insights. Donc ça veut dire que tu vas devenir une boîte de data où tu vas analyser en permanence ce qui fonctionne, crawler tout ce qui se passe dans le monde, remonter tout cet insight, etc. En fait, je pense qu'à terme, le play, c'est de se dire, en fait, moi, je vois très grand, mais je me dis, en fait, moi, il y a une boîte que j'admire, c'est Mailchimp. Ouais. Tu vois, Mailchimp, de base, c'était un éditeur d'email. Maintenant, c'est devenu une plateforme marketing. Nous, on veut devenir une plateforme marketing pour les entreprises, en fait. Ils se servent du short form content pour aller grossir leur business. Donc, de la data, de ce qui marche, à comment ils peuvent la recorder grâce à l'IA et plus devoir le recorder eux-mêmes, à la publier et de se rendre compte que cette vidéo, elle a mieux performé. Je vais te donner plus d'informations ici, en amont, etc., etc. Et de passer d'un éditeur de vidéo à une plateforme marketing. Plateforme marketing, ouais. Avec des insights. Très belle vision. On a envie d'y être. Ouais. Tu reviendras. Ouais. Tu veux dire quelque chose? Non, je t'ai laissé aborder le dernier point. Est-ce que tu aurais un invité que tu aimerais inviter à cette place? Que tu peux appeler en sortant en disant, tiens, je sors d'un podcast, faut que tu viennes. Ouais. Ou il faut que tu partes en courant. J'en ai pas mal qui me viennent en tête, mais je sais pas si vous l'avez déjà eu, mais Guillaume Moubèche. Non. Un peu Guillaume. Ok, excellent.
Je vous fais l'intro. Allez, super, voilà. très bonne idée, bravo. On fera le suivi. Trop bien. Avec plaisir. Et on t'a pas demandé comment tu te détoxes et tout ça. Alors, moi, je sais parce qu'on a un peu discuté, mais évidemment, passion pour le sport. Et puis voilà, un peu comment tu progresses, Beaucoup de sport. Enfin, j'aime bien le sport. Beaucoup de kitesurf. Ouais. C'est cliché, mais c'est un sport de ouf, donc voilà. Parce que ceux qui verront pas la vidéo, qui juste nous écoutent, en fait, t'as chopé un rhume parce que il fait 30 degrés chez toi et qu'il arrive à Paris et que il fait nuit à 5h30, quoi. Désolé pour le climat. Non, mais le sport, faire des choses qu'on aime, apprendre à se connaître. Enfin, moi, je suis beaucoup plus jeune que vous, je crois. Enfin, pas beaucoup plus jeune, mais je suis plus jeune. Oui, si. Surtout qu'Emeric c'est un dinosaure. Ah ouais, c'est ce truc. Non, mais je découvre de mon expérience que j'ai l'impression que le but de la vie, c'est un peu d'apprendre à se connaître, tu vois, de se découvrir. Et du coup, toutes ces expériences que j'ai faites dans les différents pays, en fait, c'est des expériences qui m'ont permis de me découvrir, de savoir ce que j'aimais et là où j'étais bon. Rappelle le nombre de pays que t'as fait, parce que t'as vécu. J'ai fait 6 pays. J'ai fait France, Angleterre, Dubaï, Maroc, Égypte et Israël. Ouais. Donc voilà. Et je me dis qu'en fait, toutes ces expériences, c'est apprendre à se connaître. Et du coup, aujourd'hui, je pense que je sais un peu mieux ce qu'il me faut pour garder un bon niveau d'énergie, pour être bien, pour être performant dans mon travail. Et donc, en fait, le résultat, c'est fais des choses que t'aimes, enlève les choses qui te prennent de l'énergie négative. Donc moi, ça va être faire du sport, voir des potes. J'aime beaucoup la psychologie, donc je regarde pas mal de trucs sur la psychologie, des podcasts là-dessus. Enfin voilà, et les passions, nourrir les passions. Je suis quelqu'un de passionné en général, donc l'automobile c'est une passion, je passe beaucoup de temps sur l'automobile, voilà, trucs comme ça. Oh, voilà, c'est magnifique. Et le Paris Saint-Germain aussi? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors là, t'as ouvert ma passion, moi je me suis découvert, je me suis lâché un peu. Alors, je voulais faire un petit laïus, c'est très bien, c'est top. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, donc merci beaucoup pour ça et pour les stats. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos applications de podcast préférées, des commentaires sur la coupe de cheveux d'Emeric ou sur le timbre de voix de Margot, on aime beaucoup. Ça nous fait monter dans les stats, dans l'algorithme, et ça nous fait connaître. Donc plus on est connu, plus on est content, plus le podcast ira bien. Merci à tous. Et n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube. Ah oui, il y a YouTube aussi, bien sûr. Et faire des shorts. Faire des shorts, évidemment. Les shorts sont magnifiques, on a une équipe de prod exceptionnelle. Merci beaucoup, bye bye. Merci.